33e conférence annuelle des CLI, on termine avec une table ronde. On se pose une grande question, comment se représenter le risque nucléaire pour mieux se protéger? Comment faire pour que les personnes du grand public prennent conscience de ce risque, le comprennent et sachent y réagir? Alors pour lancer le débat, eh bien, on a préparé une petite vidéo, l'ASN a préparé une petite vidéo à votre attention. Regardez-la, qu'est-ce qu'elle vous évoque ? Alors Olivier Rivière, vous connaissez ce film. Comment est-ce que vous avez envie de réagir? Finalement, il est construit sur une alternance d'images, des images qui sont plutôt positives, agréables, peut-être parfois un peu idéales, et puis d'autres qui montrent vraiment la catastrophe, l'accident ultime. Alors, cette vidéo, elle permet de mettre en évidence la disparité qu'on peut retrouver auprès du grand public dans la représentation que chacun peut avoir du risque nucléaire, avec justement parfois des représentations assez opposées, des représentations très apaisées et d'autres, d'ailleurs pas tout à fait scientifiquement exactes, très fatalistes. Et donc justement, ça illustre cette différence de représentation du risque nucléaire, illustre la difficulté que chacun peut avoir justement à se construire une représentation juste, à la fois de l'accident, mais aussi de l'impact de l'accident sur l'environnement et sur la population. Donc il y a une sorte de dichotomie, j'ai l'impression, hein. C'est-à-dire que soit on a une vision, enfin dans l'imagerie en tout cas, ce qu'on voit dans l'iconographie, on rencontre soit des choses assez catastrophistes, soit des choses assez idéales, c'est ça qu'on peut découvrir. Et est-ce que ça fait écho aussi au fait que quand dans certaines enquêtes, quand on demande aux gens, ben voilà, comment est-ce que vous voyez effectivement le risque nucléaire, ils disent certains, enfin on rencontre un fatalisme. Soit un fatalisme positif qui est « de toute façon c'est sûr ça n'arrivera pas », soit un fatalisme négatif qui est « de toute façon s'il se passe quelque chose, ce sera la catastrophe absolue ». Donc il n'y a pas de demi-mesure, c'est ça ? C'est exactement ce qu'on a constaté, par exemple, lorsqu'on s'est penché, suite à la dernière campagne de prédistribution de comprimés d'iode, sur les raisons qui ont amené des personnes qui étaient informées de la possibilité de retirer ces comprimés en pharmacie et qui ne l'ont pas fait. Et justement, ce sont les deux raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire que l'accident étant improbable, il n'est pas nécessaire de s'y préparer, ou sinon une forme de fatalisme qui fait que la protection apportée par les comprimés d'iode était jugée comme n'étant pas à la mesure de la gravité de l'accident. Alors ce qui justifie cette table ronde, c'est un constat, c'est que les campagnes d'information et puis les campagnes de distribution de comprimés d'iode ne remportent pas le succès escompté, et c'est vraiment extrêmement dommage, évidemment, nous le savons tous, hein, nous qui sommes sensibilisés à cette question du risque nucléaire, et donc ça pose la question de ce que le président de l'ASN appelait ce matin la culture de précaution vis-à-vis du nucléaire chez les riverains et dans la population générale. Finalement, est-ce qu'on est collectivement préparé d'un point de vue technique, hein, les uns les autres, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue même cognitif, à faire face à un incident ou à un accident nucléaire? Bon, il faut dire que le danger est difficile à décrire parce que finalement, un nuage radioactif, de particules radioactives, ça ne se voit pas. Donc on a 4 intervenants, Monsieur Rivière avec qui on vient de faire connaissance à l'instant même, et puis à la fin on aura Marc Senant avec qui on va discuter, qui est un spécialiste de prévention du risque, et vous allez voir qu'il va donner un tour peut-être assez
assez différent à notre table ronde et assez différent à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors commençons avec vous donc, Olivier Rivière, directeur de l'environnement et des situations d'urgence à l'ASN. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce constat ? Qu'est-ce qui se passe avec ces campagnes de distribution d'iode ? Alors, finalement, à partir de l'exemple de la vidéo, ça montre bien que la représentation que chacun peut avoir du risque nucléaire, elle peut amener à mal se protéger ou avoir face au risque ou avoir des comportements pas forcément adaptés pour en limiter les impacts. Donc alors on peut expliquer ça de différentes manières. D'une part, il est difficile de se représenter l'accident nucléaire, c'est exactement ce que le petit film montrait, et également ses impacts, puisqu'on va parler par exemple d'impacts sanitaires parfois qui peuvent se manifester sur des durées très longues, avec une dimension probabiliste, si on parle par exemple d'augmentation de probabilité de cancer des dizaines d'années après, donc ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées à se représenter, et pourtant, il y a un réel enjeu à faire en sorte que chacun puisse se construire sa représentation du risque qui lui permette de s'en protéger efficacement. Donc d'ailleurs, c'est un des sujets sur lequel le Premier ministre a mandaté le CODIRPA, le comité directeur pour la gestion de la phase accidentelle. Il lui a demandé de travailler sur ce sujet pour renforcer justement cette résilience au niveau local de la population suite à un accident nucléaire. Alors, sans entrer dans les détails, je peux peut-être citer 2 axes de travail. Le premier consiste à renforcer la culture de sécurité, c'est-à-dire montrer quels sont les moyens qui existent pour gérer une crise nucléaire et en limiter les conséquences sur l'environnement et la population. Donc c'est une voie que notamment les Japonais ont suivie suite à l'accident de Fukushima, avec des exercices de grande ampleur qui mobilisent massivement la population, 15 à 20 000 personnes mobilisées sur un week-end, et qui vont montrer justement... 15 à 20 000 personnes, on est loin de ça. Avec une communication extrêmement importante sur l'exercice pour justement montrer les choses à la population. Et on va par exemple montrer à la population comment se déroulerait une évacuation, comment se déroulerait la décontamination des véhicules en sortie de zone contaminée, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une grande différence, je me permets de vous interrompre, avec la France, c'est que justement, eux, ils ont connu ce type d'accident grave et du coup, ils sont forcément sensibilisés, donc ils se mobilisent, ce qui n'est pas notre cas ? Oui, alors c'est vrai que la culture du risque au Japon est assez différente de celle de la France. Avec les tsunamis, les tremblements de terre, ils sont déjà sensibilisés à ces questions. Voilà, donc ça, c'est d'où l'enjeu justement au niveau français, et ça concerne le risque nucléaire, mais également le risque naturel, les risques technologiques, de renforcer cette culture du risque. Il y a d'ailleurs eu un rapport qui a été confié par le ministère en charge de l'environnement à Fred Courant sur le renforcement de la culture du risque en France. Et donc, on travaille au niveau de l'ASN et du CODIRPA, justement, on cherche à profiter de cette dynamique sur les risques pour s'inscrire dans des actions communes de renforcement de la culture du risque et tout en développant des actions propres au nucléaire, parce que le nucléaire a ses spécificités, comme j'en ai parlé. Et l'autre point, l'autre levier d'action, c'est le renforcement de la culture de radioprotection, c'est-à-dire expliquer ce qu'est la radioactivité, quels sont ses impacts et comment on peut s'en protéger. Donc ça renvoie à la connaissance, à la diffusion de la connaissance sur ces sujets-là au niveau de la population, et c'est également une problématique qui est partagée avec d'autres domaines comme les risques naturels et technologiques. Alors ça, c'est un souhait, on le partage tous ici, je suppose. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les gens ? Et j'imagine que, comment est-ce qu'on fait pour les entraîner ? Et alors, je ne sais plus qui, l'un de vous 4, m'avait parlé de... il y avait une envie justement de simuler une évacuation. Et le jour J, il y avait une personne, c'était vous, Monsieur Isnard, qui m'avez raconté ça ? Le dernier exercice à Paluel, il y a quelques mois, la préfecture avait souhaité engager une évacuation réelle et donc proposait à la population d'évacuer dans le cadre de l'exercice que l'on fait régulièrement. Elle avait mobilisé un certain nombre de bus pour réaliser cette évacuation. Combien de personnes se sont senties concernées par cette évacuation, ont joué le jeu ? Une seule, un ancien gendarme qui a travaillé sur la centrale à l'époque et qui a bien voulu prendre place seul dans ce bus pour être évacué. Effectivement, un intérêt tout à fait modéré pour ces actions de protection qui seraient essentielles. Alors, on peut dire qu'il est égal à 0.
là, en l'occurrence, hein. Quasiment. C'est pas faire injure à ce monsieur, mais voilà, là, il y a un problème de mobilisation qui est absolument massif. Alors, on a envie de vous faire travailler encore une fois. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait un nuage de mots. On va refaire la même chose, si vous voulez bien. En un mot, que vous évoque le risque nucléaire? Voilà. Risque nucléaire, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez le taper dans la fenêtre qui se trouve à ma droite. N'hésitez pas à le faire. En un mot, que vous évoque le risque nucléaire? Vous le tapez et puis on va regarder le résultat après ça. Donc, Olivier Rivière, voilà, renforcer une culture, etc. Alors, on se dit aussi pour ces comprimés d'iode, mais envoyez-les par la poste. Vous les... Hein, bon, je pense que vous y avez pensé. Alors, actuellement en France, la difficulté c'est qu'on ne peut pas utiliser des bases de données d'adresses publiques à cause de règlements européens sur la protection des données personnelles pour envoyer par la poste ces comprimés. Après, au-delà de l'envoi par la poste, il faut qu'il y ait également une prise de conscience par les personnes concernées de l'intérêt de ces comprimés, pour que la boîte soit mise dans un endroit où on serait en mesure de les retrouver plusieurs mois, voire plusieurs années après, et qu'on soit bien conscient aussi des conseils de comportement, des comportements adoptés en cas d'accident nucléaire. Parce qu'il y a la prise de comprimés d'iode, mais il y a également d'autres mesures de protection de la population qui sont envisageables, notamment la mise à l'abri. Et il est important que les personnes soient informées de l'ensemble de ces mesures de protection de la population. Donc même ça, ce ne serait pas une... Ça serait déjà un grand pas en avant. Parce qu'on pense que certaines personnes pourraient à cette occasion prendre conscience, s'y intéresser, peut-être aussi se rendre compte qu'ils sont concernés par le fait de pouvoir éventuellement prendre des comprimés d'iode en cas d'accident nucléaire. Oui, tout à fait. Absolument. Il y a des représentations faussées pour vous, vous disiez, concernant le risque nucléaire? Oui, alors c'est vrai qu'on voit une disparité entre la vision très technique finalement de l'accident nucléaire avec une perte de confinement de matière radioactive et des visions parfois catastrophistes avec un amalgame entre explosion nucléaire. On voit par exemple certaines personnes se représentent un accident sur une centrale nucléaire comme avec un champignon atomique ou des choses ou une explosion qui détruit tout sur son passage. Et là on est sur des représentations qui ne sont pas réalistes du point de vue technique. Alors, poursuivons avec Marc Senand, si vous voulez bien. Marc Senand, vous êtes responsable savoir-faire et méthode à l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, c'est l'ICSI. Donc l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, et votre métier c'est de faire de la prévention du risque, votre mission c'est de diffuser cette culture du risque dont vous parliez à l'instant même Monsieur Rivière, et donc vous avez piloté notamment un groupe d'échange avec des maires par exemple, l'association des maires concernés par le risque Seveso, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Est-ce que ça vous étonne, vous, le peu de succès de ces campagnes d'information, de simulation d'évacuation, de campagnes où on dit aux gens, voilà, venez chercher vos comprimés d'iode? Alors oui et non. Non, je suis pas très étonné. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites par Monsieur Rivière précédemment, mais c'est vrai que doter les gens de pastilles d'iode, doter les gens d'outils, c'est une chose. Les convaincre de l'intérêt de mettre en œuvre la mesure, c'en est une autre. Et c'est un petit peu ça qu'on a découvert aussi avec les psychologues et sociologues avec lesquels on essaye d'avancer sur ces sujets, puisque moi je suis spécialisé sur la question du risque industriel, mais suite à l'accident de Lubrizol, finalement on s'est posé aussi un certain nombre de questions par rapport au comportement qu'on a pu observer pendant la catastrophe, comportement qui reste aléatoire, voire parfois dangereux. Enfin, on a vu des images de population qui en pleine nuit sortaient en pyjama pour certaines, un petit peu hagards, et qui voulaient prendre une photo pour la diffuser sur les réseaux sociaux. Donc on a rajouté du risque au risque. Et plus globalement, on a bien senti qu'il y avait eu des difficultés de communication pendant la crise, mais des difficultés de communication pendant la crise, ça signifie des difficultés de communication en temps de paix également, parce que c'est là que se jouent finalement les principaux enjeux. Et ceci malgré des décennies d'expertise et de savoir-faire en matière de concertation. Je ne vais pas ici citer l'ensemble des commissions qui existent et qui ont vocation à diffuser de l'information et à faire en sorte de favoriser l'engagement des populations sur ces sujets. Donc à la fois du savoir. Il y a déjà beaucoup d'instances qui sont chargées de cette mission. Oui, tout à fait. Peut-être trop. Et puis la question, c'est de savoir aussi si elles sont
adapté par rapport aux mécaniques justement cognitives et ce qui amène un individu à s'engager, à se mobiliser sur des sujets qui peuvent lui paraître très complexes et difficiles à concrétiser, à matérialiser dans la vie de tous les jours, effectivement. C'est vraiment la question qu'on se pose. Ce qui amène les gens à se faire une idée du risque, une idée exacte, à s'intéresser au sujet, à le prendre en compte, à considérer des stratégies qu'ils pourraient mettre en place, des stratégies adaptées en cas d'accident, en cas d'incident. Alors comment est-ce qu'on fait justement tout cela ? Alors, je sais pas si j'ai l'ensemble des réponses à ces questions parce que c'est un sujet qui est vaste et difficile. Par contre, ce qui est sûr, c'est que travailler sur le comportement, ça implique de travailler sur la perception des risques. Là, ici, en matière nucléaire... Oui, en matière nucléaire, là, on voit bien depuis le début des discussions qu'on parle de représentations, de perceptions qui sont extrêmes, hein, entre la catastrophe absolue ou bien rien n'arrivera jamais. Il faut, voilà, pour comprendre pourquoi les gens pensent ces choses-là, il faut prendre le temps. La perception va générer finalement des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui conditionnent eux-mêmes des comportements de préparation ou de réaction à la crise, de protection. La perception, elle va porter, elle comporte plutôt deux volets, j'ai envie de dire. Quand on parle de perception des risques, on parle d'une identification du risque sur un territoire donné. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième qui arrive tout de suite derrière dans la tête des individus, c'est l'évaluation ou la personnalisation du risque. Cette personnalisation, elle va consister à évaluer la probabilité que l'accident se réalise, la gravité pour soi, pour ses proches, ou pour ses biens. Et puis, on va essayer aussi d'évaluer la manière dont on pense s'en sortir, c'est-à-dire avoir un contrôle sur la situation. C'est important de bien comprendre ces aspects-là, puisque en fait, on a trop souvent tendance à communiquer aujourd'hui de manière globale sur les risques industriels et pas nécessairement de le ramener à une réalité territoriale, j'ai envie de dire familiale quelque part, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à intéresser vraiment les gens et à faire en sorte qu'ils s'impliquent. Alors, perception du risque, mais qu'elle soit individualisée, c'est-à-dire qu'ils puissent l'appliquer à eux-mêmes, qu'ils puissent se dire là, je sais ce que ce risque signifie pour moi dans ma situation. Ouais, alors ça c'est la première chose dont il faut avoir absolument conscience. Et ensuite, il faut aussi se rendre compte que la perception des individus, elle va porter sur 3 objets différents. On a tendance des fois à penser que ça se limite au risque, mais pas uniquement. Donc il y a effectivement le risque ou la menace perçue pour soi-même. On va aussi tenter d'évaluer la pertinence des mesures qui sont proposées. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est d'où l'importance aussi de co-construire les dispositifs avec les personnes qui vont en être les destinataires finalement, puisque on va déjà faciliter l'adhésion. L'expérience de la co-construction va faire qu'on ancre des messages beaucoup plus facilement. Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir éviter que les gens se tournent vers des solutions qu'ils estimeraient meilleures. Et ça arrive malheureusement très souvent, notamment en matière. Solution que j'estimerais meilleure et qui en fait est moins bonne que celle qui m'est proposée. On va prendre un exemple que tout le monde peut comprendre, l'inondation. Il y a des gens qui vont connaître leur territoire et qui vont se dire si je dois évacuer, je préférerais prendre cette route-là parce que je sais que l'itinéraire est plus rapide. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que la topographie des lieux, étant donné le phénomène climatique du moment, peut générer des éboulements et donc ça peut être finalement un chemin qui sera plus risqué que celui qui sera mis en avant par les autorités. Et le dernier élément, vraiment l'objet... Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, mais vous m'aviez cité aussi un exemple intéressant, c'est à propos de cette individualisation de la perception. Vous me disiez que sur les sites Seveso, donc ce sont des sites avec un fort risque industriel, souvent ceux qui vivent autour, ce sont des populations qui ne sont pas forcément très argentées, qui parfois des populations immigrées, qui ne parlent pas forcément très bien le français. Donc il faut aussi, il y a tout aussi une barrière culturelle, une barrière du langage, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses à mettre en œuvre pour aller jusqu'à ces personnes. Il y a un cahier des charges type, quelque part, de la communication à identifier et à appliquer en matière de risque. Oui, parce que c'est des sujets qui sont très spécifiques. Encore une fois, en matière de perception, ça peut être très délicat pour une personne d'accepter ce risque. En fait, moi, j'ai rencontré des gens qui vivaient littéralement à 40 mètres de cuves de stockage d'hydrocarbures, qui, dans leur esprit, avaient clairement identifié les nuisances parce que les odeurs, ils les sentent, les fumées, ils les voient.
percevoir le risque éventuellement. Encore une fois, on se dit que le bac peut exploser. Par contre, quand ils ont eu la cartographie PPRT et qu'ils ont compris que leur maison serait littéralement prise dans les flammes ou que s'il y avait une explosion, la maison s'effondrait, ça a été un choc pour eux. J'aurais pas envie que vous me racontiez ça à propos de ma maison à moi, vous voyez, par exemple. Ouais. Mais malheureusement, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que la perception, c'est quelque chose de très subtil finalement, et il faut vraiment le travailler. Et ça répond. Enfin, il y a des facteurs qui influencent considérablement cette perception. Là encore, il faut pouvoir les identifier et travailler dessus. Il y en a 4 en fait. Non, le temps avance et le temps file. Il y a quand même cette notion de formation. Je voudrais qu'on arrive à des solutions. Et vous me parliez de formation expérientielle. Qu'est-ce que c'est qu'une formation expérientielle qui permet aux personnes justement de se faire une idée du risque, du danger et puis de la manière d'y répondre? Tout à fait. Alors, on va dire 2 éléments préalables. Pourquoi est formation expérientielle? Parce que les sciences cognitives nous indiquent que l'individu retient 10% de ce qu'il entend, d'une présentation descendante, type PowerPoint, type finalement commission locale. Il va retenir 10% de ce qu'il a entendu. Par contre, il va retenir 90% de ce qu'il expérimente. Donc, c'est très important de mettre les gens en situation, en condition, pour provoquer en fait un éveil émotionnel, qui est le premier pas pour la mobilisation du comportement. Et donc cette formation expérientielle, elle a consisté, alors comme vous dites, on n'a pas beaucoup le temps, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a une échelle de perception avec des stades de perception et qu'il faut pouvoir un petit peu investiguer les individus pour savoir où est-ce qu'ils se situent par rapport à cette perception, parce qu'il y a des typologies d'actions spécifiques qui vont correspondre à leur état. Pour ce qui est de la formation expérientielle... Maturité de perception, vous dites, il y a ceux qui n'ont aucune conscience du risque et puis ceux qui au contraire sont parfaitement conscients. C'est ça, tout à fait. Et alors, pour parler de la formation expérientielle, c'était en matière de risque inondation, mais l'idée, ça a été vraiment de caractériser pour le stagiaire à quoi il pourrait être confronté. Donc, ça a consisté à poser une petite maison sur une zone de cartographie, une carte de zone inondable, pour qu'il matérialise clairement qu'il était dans la zone potentiellement la plus impactée. On lui a montré, du coup, quelle pouvait être l'échelle de crue dans sa maison, ce qui permet vraiment de se projeter sur la situation. Et là, on comprend, à travers une maquette, par exemple, où on fait rentrer de l'eau, qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, c'est-à-dire que l'eau peut rentrer vite, qu'il va vite faire froid, que les meubles vont se mettre à flotter, donc on va être dans des situations qu'on n'avait pas anticipées, qu'on va perdre l'électricité, que l'eau va mettre du temps à repartir, etc. Donc quand on fait ça, en fait, on ramène un risque probable, potentiel sur le territoire, ah non, voilà ce qui se passerait si ma famille était impliquée. Et à partir du moment où on a réalisé cet éveil émotionnel-là, j'insiste vraiment sur cette notion, tout de suite, il faut pas laisser les gens dans cette situation de peur ou d'alarmisme, il faut leur donner les moyens de se protéger, et quelque part, le cerveau est tout de suite beaucoup plus câblé à comprendre l'intérêt de la mise en œuvre de ces mesures, et il les retient. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est que ce type de formation expérientielle, c'est le type de formation qui peut faire boule de neige. C'est-à-dire que vous avez cet exemple de ces formations sur le risque inondation, et les personnes qui ont suivi étaient peut-être un petit peu réticentes au début, mais vous dites que certaines d'entre elles ont été d'accord ensuite pour devenir des référents de crise dans leur quartier, dans leur entourage, dans leur famille, etc. Oui, complètement. Alors, il y a eu des questionnaires... C'est ça. Alors, tout ça s'est préparé. C'est-à-dire qu'il y a eu des entretiens qualitatifs, etc., avec les stagiaires avant pour savoir où ils en étaient. Donc, il y a eu des mesures. Les stagiaires, c'est ceux qui vont suivre la formation. Avant et après la formation. C'est ça. Et en l'occurrence, c'était des agents des collectivités qui étaient eux-mêmes résidents en zone inondable, ce qui permet le transfert en fait de la compétence professionnelle vers la sphère personnelle et du coup d'irriguer aussi les riverains. Donc clairement, en fait, ces gens-là ne voulaient pas être référents crise avant la formation, et il s'est avéré qu'après la formation, ils n'ont pas pu s'empêcher que d'aller diffuser à minima à 10 personnes autour d'eux l'ensemble des informations qu'ils avaient pu obtenir durant la formation. Donc on voit bien que ça a fonctionné, puisque ça a créé un choc, encore une fois, émotionnel. Ils ont dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas garder ça pour moi. Alors on continue avec vous. Olivier Isnard, vous êtes adjoint au directeur délégué à la crise à l'IRSN. Et donc l'expert que vous êtes, l'une de vos missions, c'est justement de produire des représentations à destination des utilisateurs et en fonction des différents utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace? Quels sont vos outils? Disons que là, pour l'expert qui va manipuler beaucoup de données techniques,
sur l'installation nucléaire, sur les données météo, sur la manière dont la radioactivité pourrait se propager et affecter les personnes. C'est un ensemble de données très techniques qu'on ne peut pas utiliser de manière brute, notamment pour communiquer vis-à-vis du public, parce que, comme on vient de l'apprendre, une communication descendante, on retient 10% de ce que l'on nous expose. Je vais essayer en quelques transparentes de présenter le sujet et j'espère qu'on en retiendra quand même un peu plus de 10%. Allez. J'ai 5 transparences, ça en ferait qu'un demi, ce serait quand même un bel échec. Donc j'ai un parti pris, j'ai voulu juste évoquer le sujet sur quatre axes différents. D'une part, l'axe institutionnel, finalement les décideurs, qui soient au niveau national ou au niveau local avec une préfecture en cas d'accident, ou les parties prenantes et le public qui seraient là aussi, on va dire, acteurs de cette crise. Et puis finalement 2 instants différents. Quand on se prépare en temps de paix et qu'on essaie de comprendre les phénomènes et de s'y préparer, on évoquait tout à l'heure l'iode, c'est typiquement une phase importante de préparation, ou alors quand c'est plus la paix et qu'on est dans une phase d'urgence. Donc j'ai essayé d'axer finalement comment faire passer l'information, la faire comprendre dans ces 2 situations-là et pour ces 2 publics-là. Et quels sont leurs besoins, quels sont leurs intérêts et comment est-ce qu'on peut essayer d'adapter notre représentation de ce risque. Donc si je commence par les parties prenantes, au moment où on est en train de se préparer, finalement l'intérêt pour ces parties prenantes, c'est de comprendre quels sont les enjeux territoriaux qui pourraient être affectés par un accident, et puis quelles sont les actions que je pourrais entreprendre face à un accident, et notamment les conséquences long terme de cet accident. À ce titre-là, on a eu une collaboration avec l'ANCLI, on a développé un outil spécifique qui s'appelle Opal, et qui, sur une base d'accidents précalculés, permet d'utiliser ces emprises territoriales d'accidents, de les incorporer dans des systèmes locaux. Donc les CLI peuvent l'utiliser à leur propre compte, dans leur propre système d'information, pour les croiser avec leurs données à elles et leur maison à elles, et comprendre finalement où sont ces enjeux. D'accord ? Donc ça, c'est un mode de représentation qui permet pour eux d'obtenir, d'utiliser les objets techniques produits par l'expert pour pouvoir l'utiliser dans leur contexte. Si on prend les institutionnels, là en l'occurrence, dans cette phase de préparation, leur objectif, c'est de comprendre jusqu'où, dans quel délai on aurait à protéger la population, parce que c'est l'enjeu majeur auquel il faut se préparer. Et donc là, leur objectif, c'est d'arriver à comprendre sur un espace cartographique où sont ces zones qu'il faudrait protéger, qu'il faudrait évacuer, avec lesquelles il faudrait consommer de l'iode qui aurait été prédistribuée, si on a un peu de chance qu'elle soit suffisamment prédistribuée. Et donc c'est la production, donc l'IRSN produit un certain nombre de cartes dites PPI pour les plans particuliers d'intervention, que l'ensemble des acteurs ont, et ça permet d'avoir une seule et même représentation sur l'espace autour de l'installation de ces éléments. Et puis un certain nombre d'études qui sous-tendent, qui permettent de comprendre finalement quelle est l'ampleur de l'accident et quelle variabilité il peut avoir. Donc on a des modes de représentation qui permettent d'identifier jusqu'où il faudrait évacuer et dans quelle mesure on serait amené à l'étendre si nécessaire. Quand c'est plus la paix et qu'on est face à une crise, les pouvoirs publics, là, ont une préoccupation centrale, c'est de protéger cette population. Et donc de comprendre, finalement, une fois qu'ils auront activé leur centre de crise, c'est de comprendre quelles seront les conséquences à venir à très court terme, puis à moyen terme, de cet accident, pour prendre les mesures les plus indiquées et protéger sa population dans l'ensemble du déroulement de cette crise. Donc on voit que là, la production qu'on a, c'est une représentation, on va dire, un peu simplifiée de ce risque, de représenter ça sous la forme d'une dose, donc d'une exposition des personnes face à cette radioactivité, et de le normer pour indiquer finalement au pouvoir public et aux décideurs où et quand il y aurait à prendre des mesures de protection pour protéger cette population. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cartes et cette représentation du risque, c'est pas juste une carte. Elle est accompagnée également d'explications qui disent exactement dans quel contexte ces évaluations sont faites et les conseils qui vont avec, c'est-à-dire la mise en perspective de ce risque par rapport à l'intervenant précédent évoquait le fait de ne pas prendre la bonne route parce que celle-ci pourrait s'écrouler. Là aussi,
aussi. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi un certain nombre de conseils techniques à produire avec ces cartes. Ce n'est pas juste un visuel, il y a aussi des explications qui vont avec, qui permettent de l'appréhender et de le transmettre à un certain nombre d'autres acteurs. Dans la phase de préparation, Opale vise à transférer au pouvoir, aux parties prenantes ces objets. De la même manière, en crise, on transmet ces objets cartographiques aux décideurs et notamment au gouvernement qui, lui, peut le représenter dans des cartes sur lesquelles il a l'ensemble de ses risques et de ses besoins. Et puis, finalement, pour boucler le sujet, en cas de crise pour les parties prenantes, leur intérêt ou les préoccupations principales, c'est effectivement des sujets, on le voit sur votre nuage, vous y reviendrez probablement, donc je ne le regarde pas trop tout de suite, mais des sujets liés à l'environnement, à la santé, et de comprendre rapidement ce qui les entoure et quels risques représente cette radioactivité pour eux. Donc leur besoin, c'est d'avoir un accès transparent à la mesure et de comprendre l'environnement qui les entoure, donc les mesures. Là, on a une représentation, un des outils qui est utilisé en crise, c'est l'outil Critère, qui représente l'ensemble des mesures de radioactivité disponibles pendant une crise et auxquelles on a accès et qui permet justement de voir une représentation de la radioactivité réelle, mesurée pendant cet accident. Et aussi de différentes emprises géographiques qui seraient décidées à l'issue de ces analyses-là pour protéger les populations et de comprendre finalement dans quel environnement je suis, est-ce que je suis dans une zone qui est contaminée ou pas, et quelle est, une fois de plus, accompagnée des conseils, quelle est la conduite à tenir face à ça. Et donc, pour en terminer, pour être en mesure, pour l'expert national, de transmettre et d'être capable, n'importe quand, dès qu'une crise démarre, partout en France, mais dans le monde aussi, fournir ces analyses et ces éléments cartographiques, il faut un ensemble de ressources. La première, et souvent la plus rare, c'est les experts, des gens formés à ça, formés à ce risque nucléaire, à la gestion des accidents, aux évaluations techniques qu'il faut faire, mais également à des modes de représentation qui pourront faire comprendre ce risque à la fois aux décideurs, mais aussi aux parties prenantes et à la population, pour leur permettre de comprendre les enjeux et la mise en perspective qui va avec. Donc c'est tout un ensemble de ressources informatiques, techniques, mais aussi d'experts, qui permettent d'être en mesure de fournir ces cartes à la fois à l'État, mais aussi à la population, pour, par transparence, montrer ce qu'il en est. Vous avez bien parlé de Opale, hein, c'est quelque chose de tout à fait central dans votre démonstration ou vos explications. Donc c'est ce système qui permet, c'est un système de simulation finalement. Hein. En entrée, on a un territoire, on a un accident dans un lieu et on décide des vents. Quels sont les vents dominants, et vous êtes capable, vous, de faire une carte où vous voyez, on voit quels sont les territoires, quels sont les endroits qui sont les plus touchés par les retombées, hein, finalement. Donc ça, c'est vraiment au cœur de votre travail. Qu'on a développé pour les CLI, oui. Suite à des discussions avec eux, à leur demande, on leur a mis à disposition un ensemble réduit d'accidents, précalculés, oui, qui leur permettent de matérialiser dans leur environnement géographique spécifique, donc sur un lieu donné, l'impact et les emprises géographiques qu'aurait cet accident sur leur territoire. Et ça, c'est pour se sensibiliser. Hein. Il ne s'agit pas de. C'est pas un outil de crise. Ouais, c'est pas un outil de crise. Il faut bien c'est pas un outil de crise. Par contre, c'est un outil qui permet de se préparer. De compréhension. C'est un outil qui permet de se préparer à la crise, etc. Et d'en comprendre les enjeux, notamment en termes de territoire. Oui. Parfait. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure quel était le mot qui vous évoquait le plus le risque nucléaire. Alors, on me dit que ce serait pas mal que vous continuiez à répondre. Donc, je vous réinvite à le faire. Ceux qui n'ont pas encore répondu à la question, n'hésitez pas à le faire. Quel est le mot qui vous évoque le plus le risque nucléaire ? Il y en a déjà pas mal là. Qu'est-ce qu'on me raconte ? Non, c'est très bien ça. Alors, Monsieur Rivière, est-ce que vous voudriez commenter, sachant que ceux qui sont les plus gros sont ceux qui sont les plus récurrents. Donc on voit surtout contamination, perception, désolation, collectif, nucléaire, évacuation, catastrophique, risque. Lié. Ah oui, attendez, il ne faut pas faire des phrases complètes, il faut choisir un mot unique, hein, pas des phrases entières. Donc voilà, contamination, c'est vraiment le principal, perception catastrophique. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le terme perception finalement arrive en second. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette dimension assez subjective, finalement,
sur un risque qu'on devrait pouvoir objectiver, et apparaît quasiment au même niveau que contamination. Et donc ça montre tout l'enjeu qu'on a à travailler sur ce sujet-là, cette question de la représentation, de la perception de ce risque. Absolument. Alors, il y a quelqu'un qui a utilisé Opal, figurez-vous, et c'est Patrick Logier. Patrick Logier, bonjour, vous êtes avec nous, directeur de la CLI de Cadarache et fonctionnaire territorial mis à disposition de la CLI Cadarache par le département des Bouches-du-Rhône. Elle voulait nous parler de Clic Carto, je crois, qui est une déclinaison d'Opal, justement, donc de ce système qui permet de créer des cartes qui montrent l'impact d'accidents nucléaires sur un territoire. Vous avez utilisé ça, vous, dans votre CLI à Cadarache? Oui, tout à fait. Alors, pour être honnête, moi je suis à la CLI depuis peu de temps et je suis aujourd'hui le porte-voix de Maïté Noé, vice-présidente de la CLI et par ailleurs administratrice de l'ANCLI. Et Maïté est par ailleurs adjointe au maire d'une des communes du PPI, du territoire de Cadarache. Et c'est elle qui est un peu la cheville ouvrière avec un autre membre de la CLI, M. Hennequart, de ce projet. Donc effectivement, qui s'appelle Clic Carto, carto comme cartographie, qui avance bien, ce projet, puisqu'il il va faire l'objet d'une présentation début d'année aux communes. En tout cas, à au moins 2 communes en début d'année dont les maires sont déjà très sensibilisés à ces questions. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est quoi? D'abord, il faut rappeler que parmi les missions principales de la CLI, il y a celle, bien sûr, de la mise à disposition et du partage d'informations, mais il y a également celle de la sensibilisation des acteurs du territoire, dont les élus locaux. J'oserais dire les élus de base, sans aspect péjoratif, bien sûr. Il faut rappeler aussi que les maires ont en charge la protection des populations en cas de risque majeur, et que dans ce cadre, les maires élaborent un plan communal de sauvegarde, un PCS, dont il faut rappeler qu'il a été rendu obligatoire par la loi du 13 août 2004, suite à l'explosion d'AZF notamment. Et ce, donc, dans les communes dotées d'un plan de prévention de risque ou d'un PPI, d'un plan particulier d'intervention. Alors, il faut rappeler, parce que j'y tiens beaucoup, que cette compétence des maires, cette responsabilité est l'une des rares qui ne peut pas être déléguée à l'intercommunalité, puisque le maire reste l'autorité de police municipale sur sa commune, et que c'est bien sûr le cas pour les maires des 7 communes de notre PPI. Donc là, les CLI peuvent proposer des mécanismes à mettre en œuvre dans la gestion post-accidentelle, notamment en identifiant des relais locaux. Alors, quelqu'un me parlait tout à l'heure des référents de crise. Nous, on parlerait volontiers de citoyens actifs, dont le rôle serait non seulement d'alerter, mais aussi de développer une forme de confiance avec la population. Qu'est-ce que c'est que Clic Carto? Alors, certains membres de notre CLI font partie participent au CODIRPA et au groupe de travail post-accidentel de l'ANCLI. Et il a souvent été souligné le manque de connaissances et de sensibilisation des acteurs locaux sur ces enjeux post-accidentels. Alors, c'est certainement ce qui a justifié, il y a 3 ans, la réflexion en vue d'une mise en place de ce dispositif Clic Carto, qui repose donc encore une fois sur un outil de l'IRSN, Opal. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est un outil qui aide à s'approprier les enjeux et propres à chaque commune et à rendre concrètes les conséquences possibles d'un accident sur le territoire. Donc concrètement, bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un dossier complet est remis à chaque commune, comprenant une cartographie avec les zones qui seraient impactées en cas de rejet,
en fonction des sens du vent. Hein. Donc effectivement, on a tenu compte de ce facteur. Et Clicarto met en évidence toutes les ressources et toutes les problématiques. On pourrait parler des vulnérabilités de la commune, savoir donc tout ce qui va concerner l'eau potable, les ressources alimentaires, l'élevage, enfin tout ce qui est élevage. Quand je parle des ressources alimentaires, ce sont les ressources alimentaires stockées, mais c'est aussi tout ce qui peut être agricole, hein, exploitation agricole. Et en matière de ressources, eh bien, les centres d'accueil et d'hébergement. Les cartes qui sont remises comportent une rose des vents qui permet d'établir des repérages avec les vents dominants. Et donc, encore une fois, l'objectif, là, je crois qu'on l'a bien dit tout à l'heure, c'est de favoriser, voire d'initier l'engagement des acteurs locaux autour des installations nucléaires. C'est d'engager un processus d'acquisition des connaissances visant à mieux appréhender les conséquences d'un accident nucléaire sur le territoire. Voilà. On est dans la sensibilisation très, très clairement. Monsieur Logier, voilà. Vous m'entendez ? Oui, ça y est, je vous super. entends. Ce sont des cartes papier. Alors, si je comprends bien, vous avez utilisé le logiciel Opal de M. Isnard, ou que M. Isnard nous a présenté, et vous l'avez adapté, appliqué à votre situation à Cadarache, et vous avez fait un certain nombre de simulations. Vous avez imprimé cela, vous en avez fait un dossier, et vous le transmettez aux maires des communes concernées. C'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Alors, il n'y a pas que des cartes, hein, il y a tous les scénarios aussi possibles. Je précise d'ailleurs que ces documents, j'aurais bien aimé vous en présenter un extrait, mais ça n'a pas été possible pour des raisons de logiciel qui étaient un peu feignants hier soir, et on n'a pas pu donc vous en faire une petite démo. Mais néanmoins, on se tient bien entendu à la disposition, y compris des collègues des autres CLI, il leur suffira de nous contacter tout simplement pour partager un peu ce dispositif, quoi. Alors, j'ai peut-être une question pour vous, Monsieur Senand, avant qu'on passe aux questions des auditeurs, des spectateurs. En fait, on a eu là deux exemples avec Opal et avec Clicarto. On a deux exemples, si je ne me trompe pas. Enfin, il s'agit surtout et avant toute chose de s'exprimer, de parler à des personnes qui sont des élus, qui sont des personnes en responsabilité, et puis d'une certaine manière qui sont déjà sensibilisées à la question. D'ailleurs, il pourrait peut-être même leur être reproché, dans le cadre de leur fonction, de ne pas s'intéresser à ces questions de risque. Donc ça me fait même partie de leur mission. Donc c'est d'une certaine manière ce qu'en journalisme, nous, on appellerait un public captif. C'est-à-dire ce sont des gens, ils sont déjà un petit peu convaincus. Si je comprends bien, notre problème... Alors évidemment, on voit que vous avez des outils extrêmement efficaces, utilisés, importants. La cartographie, là c'est de la 2D, mais ça pourrait être de la 3D. Enfin, il y a plein de choses qui sont à l'œuvre. Mais alors le problème, il est quand même différent, Monsieur Senand. Est-ce que je ne me trompe pas? Parce qu'on veut nous adresser à ces gens qui ne vont pas chercher les comprimés d'iode. Et ça, c'est un public non captif. Il faut aller le chercher, il faut aller le convaincre. Et alors, comment est-ce qu'on pratique cette bascule? Alors, on a parlé des formations, mais comment est-ce que vous les emmenez dans vos formations, en supposant que ces formations expérientielles soient des formations qui sont effectivement de nature à nous convaincre, à nous emmener dans l'action? Oui, alors, encore une fois, tout est question de perception. Ce qui vient d'être dit, c'est très bien. Pour moi, c'est de ce qu'on a entendu, en tout cas avec des experts en psychologie, c'est un élément qui est nécessaire, mais pas suffisant finalement, puisque comme... ou l'information de manière générale en fait, parce que c'est un des déterminants de la perception, mais en réalité il y en a d'autres, et il y en a qui sont même des fois plus, qui sont à actionner en priorité. Si je peux prendre quelques minutes peut-être pour détailler ça. Donc en gros il y a 4 éléments. C'est l'élément culturel, le facteur culturel, la somme d'informations ou de médiatisation qu'il peut y avoir autour d'un risque, le contrôle perçu, c'est-à-dire dans quelle mesure je me sens en capacité de faire face ou pas, et puis l'expérience du risque. C'est vraiment 4 facteurs qui vont générer, comme je le disais tout à l'heure, des biais, l'optimisme, l'irréalisme, le déni défensif, ou au contraire l'illusion de contrôle, qui ont des traductions comportementales claires, l'alarmisme, l'inaction, la surconfiance, etc. Donc quels sont finalement ces 4 facteurs qui vont faire qu'on va engager les gens sur la logique de prévention et de protection? Alors si on s'intéresse sur le facteur culturel,
je pense qu'on peut s'interroger aujourd'hui sur la culture actuelle des citoyens vis-à-vis du nucléaire en France. De mon point de vue, et je pense que c'est un peu confirmé par les chiffres de l'IRSN là, que j'ai consultés, on est plutôt on perçoit l'industrie nucléaire comme une industrie de pointe, d'excellence. Alors il y a quelques positions effectivement anti-nucléaires en France. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt en baisse de visibilité. Les accidents majeurs de type Fukushima sont oubliés finalement relativement vite. Même s'il réveille la conscience du risque, en gros, cette conscience, il faut l'activer en permanence. C'est vraiment le premier élément, c'est-à-dire que du point de vue culturel, je ne suis pas sûr que les gens se représentent cette zone intermédiaire qui a lieu entre le non-accident et la catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'un site nucléaire, il peut avoir des rejets, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit complètement assimilé dans l'esprit des gens, dans la représentation culturelle qu'on se fait du nucléaire, qui est, de mon point de vue, une industrie très sûre. Enfin, le chiffre, je crois que c'est 60% des Français qui estiment, voilà, je les ai, que toutes les précautions sont prises pour assurer un très haut niveau de sûreté. Donc, quelque part, il y a, pour une grande partie des populations, il y a un non-sujet. Ensuite, il y a la question de l'information et de la médiatisation. Alors, hormis les CLI et les autres lieux institutionnels, finalement, je pense qu'il y a pas tant que ça de communication et de transparence de l'information nucléaire vis-à-vis du grand public, hein, a fortiori sur les incidents. Donc c'est difficile de se représenter cette réalité, encore une fois, intermédiaire, quoi. Si on prend l'exemple du Blayais en 1999, moi, quand on vous parlait dans la sphère privée de ce qui a pu se passer, donc une inondation, un événement climatique important qui aurait pu amener à un phénomène plus grave du point de vue de l'installation nucléaire du Blayais. Voilà, c'est ça. De dire qu'aujourd'hui, on est passé pas très loin d'un accident significatif, pour ne pas dire majeur. Aujourd'hui, les Français ont du mal à croire à cette réalité-là. Enfin, moi, je sais que quand j'en parle, ils le découvrent et ensuite ils le mettent en doute, hein. Enfin, c'est culturellement, comme je vous dis, on n'est pas prêt à entendre qu'il peut y avoir des sujets nucléaires en France, en tout cas pour une bonne partie de la population. Ensuite, il y a cette idée du contrôle perçu, donc c'est sa capacité à faire face. Comment est-ce qu'on s'estime armé par rapport au risque? Ça suppose qu'on connaisse précisément les impacts des événements, ce qu'on est censé mettre en œuvre pour se protéger. C'est relativement facile à imaginer en matière de risque naturel, par exemple, puisque les événements, on les connaît, on les a vus tous à la télé, l'inondation, la tempête. Est-ce que c'est aussi évident pour le nucléaire? Je ne suis pas convaincu. Donc c'est important vraiment de travailler sur cette matérialité du risque nucléaire, et ça nécessite de faire preuve de pédagogie aimable. Alors c'est un mot qui a été utilisé par Fred Courant dans la restitution. Voilà, c'est-à-dire que c'est des matières qui sont éminemment complexes, à très forts enjeux et desquelles les citoyens se sentent très éloignés finalement. Donc il faut reprendre beaucoup de choses, hein, dans la manière d'expliciter le nucléaire, d'utiliser des unités comme le millisievert, etc. Enfin, c'est des choses qui ne parlent pas au grand public, hein. Donc j'aimais bien moi cette idée de pédagogie aimable. Le Röntgen, le millisievert, Je pense qu'il faut trouver. Alors, j'ai pas les. Il y a beaucoup d'unités différentes. Voilà, mais je pense qu'il faut trouver un autre moyen. En tout cas, il faut trouver des éléments de langage qui parlent au grand public pour les amener progressivement sur une expertise. C'est un chemin qui est à construire, quoi. Et le dernier élément, c'est l'expérience du risque. Et ça, c'est le levier quelque part le plus important. C'est ce qui détermine le plus la perception et qui va faire qu'on va se mobiliser intellectuellement et physiquement par rapport à un risque. Et encore une fois, en France, heureusement, on n'a pas d'expérience directe du risque nucléaire. Je dis bien heureusement. Même Tchernobyl, quelque part, s'est arrêté à la frontière dans l'esprit des gens. Je parlais tout à l'heure du Blayais, donc c'est des éléments que les gens ne comprennent pas, qu'on n'a pas expérimenté soi-même. Et tout le monde nous dit, enfin en tout cas tous les sociologues nous le disent, hein, que cette expérience qui peut être virtuel, qui peut passer par de la réalité virtuelle, qui peut passer par de la réalité augmentée, par tout un tas de technologies aujourd'hui. Ça peut être aussi des escape games au niveau des lycées. Ça fonctionne très bien sur le risque naturel et industriel. Ça commence, donc ça fait partie des choses. Il faut susciter une expérience du risque, quand bien même elle serait factice, en fait, parce que c'est ça qui fait comprendre aux gens la potentialité d'un événement, d'un phénomène ou autre, quoi. Donc informer les gens, c'est une bonne chose à travers des cartographies. C'est un bon.
Voilà, c'est une bonne chose, mais c'est pas encore suffisant de mon. C'est pas le levier, c'est pas le levier qui va effectivement vous jeter dans l'action. D'accord. Alors, Opal est très intéressant, vous dit Yannick Rousselet, mais il va falloir plus le promouvoir et contrer les blocages du ministère de l'Intérieur. À quoi? Non? Je vous vois lever un sourcil. Oui, non, je ne sais pas à quel blocage il peut faire mention. Non, disons que c'est un outil d'appropriation d'un risque, avec quelques accidents qui sont dans cette base de données que finalement les acteurs locaux peuvent utiliser pour mieux comprendre finalement les impacts auxquels ils pourraient avoir à faire face sur leur territoire. Donc oui, la promotion, elle est utile. Après, s'il ne s'agit pas juste de distribuer un logiciel, il faut aussi l'accompagner, il faut mettre un effort certain pour finalement qu'il soit utilisé dans de bonnes conditions, de bien comprendre ce qu'il permet et aussi ce qu'il ne permet pas. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un outil de crise. Donc ce n'est pas le jour où j'ai une crise que je vais pouvoir utiliser Opal pour essayer de me faire ma propre idée, de savoir si oui ou non je dois évacuer ma maison. Oui. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'il n'est pas capable de faire. D'accord, ça donne une idée. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est pour se préparer et d'en comprendre les enjeux, en effet. Alors justement, j'ai Dominique Dolisi qui vous dit j'avais demandé qu'on ait une démo d'Opal ou de la carte faite par la CLI de Cadarache auprès de notre CLI. 3 petits points. Je sens un peu de dépit dans ces 3 petits points. J'ai l'impression que écoutez, ça n'a pas eu lieu, ça ne s'est pas fait. Je sais pas, j'ai pas l'exemple particulier en tête. Néanmoins, je prends date et on viendra les voir. Ah ben voilà. Voilà du concret, voilà de l'action. Monsieur Senan, là, on est content, là. Il se passe quelque chose. Christian Desgranges, oui, quel est l'accident de référence utilisé pour les modélisations? Alors, c'est une question un peu technique. L'idée, c'est qu'il y aurait une sorte d'accident de référence que vous utiliseriez de mémoire, on en a fait 2 dans Opal. Il y a en gros un petit, un gros. Il y a 2 accidents possibles. Il y a 2 accidents possibles. Après, l'accident qui est souvent le plus utilisé, qui est effectivement c'est un accident de fusion du cœur. Donc, ça commence à être un accident quand même assez sévère. Il permet de toucher une partie quand même substantielle du territoire sans couper la France en deux non plus. Déjà, à chaque fois, c'est un rejet atmosphérique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie urgence n'est pas représentée dans l'outil parce que c'est pas à ça qu'il faut se préparer. C'est l'incendie, c'est le... En fait, toute la partie technique est faite. La seule chose qu'on leur propose, c'est les emprises territoriales qui seraient concernées par le fait d'avoir à être éloigné, donc de ne plus vivre sur ce territoire parce qu'il est trop contaminé. Ça fait écho à un des mots qu'on voyait sur le nuage. Donc il y a trop de contamination au sol et là, il faut être éloigné. C'est aussi une zone dans laquelle il ne faut pas consommer les produits locaux parce que liés à la contamination, les végétaux dans votre jardin sont trop contaminés pour être mangés et des zones dans lesquelles il y aurait un impact pour la commercialisation d'un certain nombre de produits. Donc d'identifier finalement les enjeux spécifiques du territoire vis-à-vis de production agricole ou de production d'autres natures qui seraient impactées par les conséquences de l'accident. Mais toute la phase de crise, d'urgence, où il faut courir partout, se protéger, évacuer, c'est pas ça que couvre Opal. On considère que l'accident est fini, il y a des conséquences sur le territoire moyen et long terme. En post-accidentel. Voilà, exactement. Est-ce que vous connaissez Véronique Leroyer ? Absolument. D'accord, elle est à l'IRSN. Oui. Et elle vous dit à tous, si vous souhaitez une présentation d'Opal, rien de plus facile. N'hésitez pas à contacter ouverture.société@irsn.fr. Ouverture.société@irsn.fr. Voilà, c'est tout simple. Marc Senan, on vous pose cette question importante. En cas de danger imminent, on perd 50% de ses capacités. Alors, comment y pallier? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que se former? Alors, oui, c'est vrai. Alors, en matière nucléaire, notamment, je crois que quand il se passe un problème, il y a une prise en charge de la situation par des automatismes pendant une durée de 10 minutes pour justement que les opérateurs ne soient pas soumis à l'adrénaline qui est provoquée par l'événement et qui ne prennent pas des décisions qui sont pas objectivés en fait. Et après ils reprennent la main une fois que donc c'est un vrai sujet. Et ben en fait tout consiste à éviter de placer les gens dans la stupeur et l'alarmisme en fait. Et c'est un travail de fond qu'il faut réaliser bien en amont. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure. C'est qu'il faut, et ça a été dit juste avant, il faut pas attendre la crise en gros pour se saisir des outils et puis n'y rien comprendre finalement, ce qui va rajouter du stress au stress sur l'instant T. Donc il faut lever les freins
frein en fait d'une non-représentation du risque, parce que c'est cette brutalité en fait qui génère l'alarmisme, la prostration ou les mauvaises décisions. Donc, comme je le disais, hein, il y a des échelles en fait de perception, et c'est les gens qui sont ce qu'on appelle dans la précontemplation, c'est-à-dire qui n'identifient pas le risque sur le territoire, donc du coup encore moins pour eux, qui le découvrent. Voilà, c'est ce schéma-là, qui le découvrent le jour de l'accident. Pour eux, quelque part, c'est trop tard. Donc, ça nécessite vraiment un travail coordonné, structuré au niveau du territoire avec les populations pour, en gros, s'interroger sur à qui je fais face, pour savoir quoi faire en fait. Voilà. Donc les 3 premiers stades, ils correspondent à avant l'événement, le stade de l'action, c'est pendant l'événement, et le maintien, c'est le maintien des compétences et de la bonne réaction après l'événement, à travers les retours d'expérience et autres. Mais on voit que voilà, à chaque stade finalement de perception correspond une typologie d'action à adresser à ces populations. Commencer par de la sensibilisation, bien sûr, pour les gens qui n'ont aucune représentation réelle du risque. Par contre, sensibiliser des gens qui sont déjà dans l'idée d'avoir identifié le risque, compris ce que ça signifiait pour soi, et qui sont dans la planification, c'est-à-dire je suis prêt à mettre en œuvre les mesures. Là, il ne va pas falloir leur parler de sensibilisation globale à la question du nucléaire, il va être question de les doter des consignes qu'ils vont devoir s'appliquer à eux-mêmes, puisqu'ils y sont prêts en fait. Donc voilà, l'alarmisme... Parce qu'elle montre effectivement, en fonction de l'état dans lequel la personne se trouve, est-ce qu'elle est en contemplation, c'est-à-dire quelle est sa culture du risque, quelle est sa conscience du risque, il y a des choses différentes à faire en fonction de chaque personne. Il faut prendre la personne là où elle se trouve finalement. Hein. Exactement. Et voilà, et on peut lutter contre ces états effectivement de stupeur, de panique, de prostration en faisant un travail de fond et de préparation des gens finalement à ce que c'est que la réalité d'un accident majeur. Voilà. Après, vous invitez à travailler ce que vous appelez le moulinage. Le moulinage, oui. C'est-à-dire en fait, ce que vous m'avez expliqué, c'est le jour où il y a effectivement un accident, d'un seul coup, on est envahi d'émotions, de questions, on vous dit des choses, est-ce que je dois y croire? Enfin bref, la décision est extraordinairement difficile à prendre, on risque de la prendre mal, et l'idée c'est de... Donc tout ça c'est ce qu'on peut appeler le moulinage, mais si on est formé, alors on aura pré-mouliné d'une certaine manière la réponse à avoir, on aura finalement acquis les bons automatismes, et finalement, je ne sais pas si on perd 50% de ses capacités dans ces conditions, au contraire, on sait ce qu'il faut faire. On devient maître de son destin, j'ai envie de dire, puisque finalement, quand on se retrouve en phase de crise, on est face à soi-même quand même, en tout cas pendant les tout premiers instants. Et il y a une mécanique cognitive qui se met en place, en fait, un schéma de pensée. Alors, j'ai une diapo aussi sur ce milling-là qui peut expliciter un petit peu mon propos, mais il y a 5 étapes, en fait. L'individu va d'abord chercher à comprendre... Aux 5 petites boîtes qui sont reliées par des flèches. Voilà, c'est ça. Et qui ramène à tout ce que j'ai détaillé auparavant, finalement. Mais quand la catastrophe arrive, la personne va chercher à comprendre ce qui se passe. Donc, il fait une interprétation personnelle de la situation. Donc là, on voit bien que tout l'effort de sensibilisation, d'information, de préparation à la crise prend son sens. Ensuite, il va croire ou non à l'alerte. Et là, il peut activer un certain nombre de croyances, notamment si la situation lui paraît très complexe ou qu'il y a une perte de confiance envers la parole publique. Ça, c'est quelque chose qui a été observé, notamment dans le cadre des risques naturels. Voilà, son expérience du risque aussi peut agir positivement ou négativement sur la perception de l'alerte. Ça fait plusieurs fois que j'entends cette alerte, il m'est jamais rien arrivé, il ne m'arrivera rien aujourd'hui non plus, ou à l'inverse, j'ai déjà été face à ce risque-là, voilà, je prends au sérieux tout de suite l'alerte. Ensuite, il va personnaliser la menace, donc ce que je disais tout à l'heure, pour soi, ses proches, c'est bien, donc c'est bien de l'avoir fait en amont, là encore une fois, pour pas que qu'il identifie des mauvaises indications finalement, ou qu'il se donne des mauvaises réponses. Ensuite, il va confirmer l'information sur la menace et sur les mesures à mettre en œuvre. Alors la confirmation, ça peut être à travers le voisinage, à travers la radio, la télé, les réseaux sociaux, etc. Et en fonction finalement des réponses qu'il a eues dans les stades précédents, il va décider d'agir. Donc on voit qu'on a 2 enjeux qui sont très forts à ce stade-là. C'est le timing, puisque là on peut perdre des minutes qui peuvent être précieuses en cas de cinétique rapide des événements. Donc pour parler clair, un événement qui est très brutal et très, très rapide, où il faut évacuer rapidement. C'est le premier enjeu. Et le deuxième, c'est d'orienter la personne, l'individu en question, sur les bonnes réponses pour qu'il soit amené à faire les bons choix et les bonnes actions. Ce qui est
l'écran, c'est quelque chose qui nous a été présenté de manière unanime par les différents sociologues, neurobiologistes avec lesquels on a été amené à avoir des entretiens. C'est quelque chose qui se produira fatalement quand il y aura un accident. Donc il faut préparer les gens et les doter finalement des bonnes réponses, des bonnes indications pour pas qu'ils s'orientent dans un sens qu'on ne souhaite pas. J'insiste juste sur une dernière chose, c'est qu'on entend souvent parler de bons et de mauvais comportements. En réalité, il n'y a pas de mauvais comportement. Dans la tête des gens, leur action, elle est toujours réfléchie. C'est toujours la bonne décision qu'ils auront prise. C'est finalement, il n'y a pas de mauvais comportement, il y a des mauvais facteurs qui influencent le comportement. Il faut pouvoir lever ces freins-là à travers des actions de fond d'information et aller au-delà avec les populations dans les territoires. Alors, il y a Dominique Boutin qui réagit à quelqu'un qui s'est exprimé et qui dit que le risque inondation fait maintenant partie de la culture générale sur la Loire. Mais par exemple, la centrale de Chinon ne veut pas aborder le sujet de sa situation en zone inondable dans le cadre du changement climatique. Voire, pire, elle prévoit de construire on ne sait pas trop quoi sur 120 hectares en zone inondable. La culture n'est donc pas partagée pour tous, continue Dominique Boutin. Voilà une réflexion, je ne sais pas si... Alors, qui voudrait répondre? Oui, je vous en prie. Juste par rapport à l'évolution des risques d'agression sur les sites nucléaires avec le changement climatique, donc, ce sont des choses qui sont réévaluées par l'ASN lors des réexamens des installations nucléaires. C'est la prise en compte de risques qui évoluent, sur le risque de canicule, le risque, l'impact sur le niveau dans les cours d'eau. Donc ça, ce sont des choses qui sont regardées par l'ASN pour voir comment évolue justement le risque d'agression sur les installations et demander à l'exploitant de mettre en face les parades qui s'imposent. Parfait. Alors derrière nous, nous avons une porte-parole qui serait prête à s'exprimer également. Je suppose que vous êtes Cécile Laugier ? Oui. Ah, bon, je suis content. Bonjour, la directrice environnement et prospective à EDF. Donc, je ne connais pas précisément la situation qui est évoquée dans la question. Donc, je vais bien sûr en prendre note et on apportera, je pense, une réponse en différé. Ce que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, le changement climatique est complètement intégré à la fois dans nos études de sûreté, puisque effectivement on se projette, et notamment à l'occasion des réexamens, comme ça vient d'être dit, il faut intégrer le changement climatique dans les agressions qui doivent être prises en compte pour la sûreté de l'installation. Mais on intègre également maintenant, je dirais de façon plus large, le changement climatique dans notre approche, dans une approche qui va plus loin. On a engagé dans l'entreprise un projet qui s'appelle ADAPT. Voilà. Et globalement, voilà, on va regarder le changement climatique pas seulement du point de vue de la sûreté des installations, qui est évidemment fondamental et très important, mais de façon plus systémique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait? Alors, vous citez aussi le risque inondation. Moi, je vous confirme que tout au contraire, on prend ces situations extrêmes pour conduire des sortes de stress tests. Hein. On a l'habitude d'utiliser ce terme, mais un stress test qui va nous amener à considérer aussi la question de la production d'électricité sur le territoire, la question de que se passe-t-il autour de la centrale, est-ce que les routes, est-ce que les services sont fonctionnels ou pas fonctionnels, comment on s'adapte voilà, de façon globale et avec des scénarios sévères de changement climatique. Voilà, on cherche à aller largement jusqu'à 2050 et au-delà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau dans notre approche. Donc, je pense que c'est un exemple, entre guillemets, de nouveaux scénarios. Alors c'est encore aujourd'hui une démarche qui démarre, elle n'a pas été présentée sur les territoires, elle le sera probablement dans les prochaines années quand on ira plus loin sur nos stress tests. Mais voilà, moi je tiens à confirmer que ces scénarios extrêmes, on les regarde et on les regarde avec, je dirais, le plus possible de lucidité. Olivier Rivière, donc on a eu un beau panorama, je dirais, de solutions possibles. Il y a eu beaucoup d'idées. Hein. Donc on voit qu'effectivement il y a des outils numériques, on peut produire des cartes qui rendent le risque tout à fait visible, on voit les impacts, enfin voilà, il se passe des tas de choses. Mais ensuite, quand on veut vraiment emmener le grand public de façon un peu plus massive, vous parliez d'entraîner 20 000 personnes dans des exercices, on en est très très loin aujourd'hui en France, on est d'accord.
Et alors, vous entendez Marc Senand, qui lui a cette compétence-là. Il parle de formation expérientielle, il parle d'éveil émotionnel. Finalement, il ne s'agit pas seulement de parler à la raison. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer des choses avec des mots et des phrases longues et des concepts parfois un petit peu abstraits, mais il s'agit de parler directement aux représentations qu'on va se faire concrètes. Vraiment, je vois ma maison, elle est sur un plan et je la pose et effectivement, je vois qu'elle est en zone inondable. Enfin, il y a des manières de faire ça. Donc, dans des formations, c'est ce à quoi nous invite M. Senand. Comment est-ce que vous ressentez ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je dirais que la difficulté actuellement, c'est que les outils existent. On a parlé d'Opal, on a des exercices de crise avec la possibilité justement de voir concrètement, on parlait d'éveil émotionnel, de voir concrètement ce qui pourrait se passer en cas d'accident. Donc les outils existent. Après, la difficulté, c'est d'arriver à toucher les gens, de les intéresser. C'est-à-dire quand on va voir quelqu'un parlant de risque nucléaire, surtout compte tenu des représentations que chacun peut avoir du risque nucléaire, et là on reboucle sur la première partie de la séquence, c'est difficile. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément être intéressés. Et donc là, tout l'enjeu justement de trouver les bons points d'accroche. Quand on leur parle d'inondation, ils sont davantage intéressés? Les gens vont se sentir déjà plus concernés. D'accord. C'est-à-dire que des inondations, on a pu voir des repères de crues dans sa ville. Il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau des services. Spécificité du risque nucléaire qui fait que c'est quelque chose d'abstrait dont on n'a pas envie de... Voilà, et alors que les inondations, je dirais chaque année, on a des inondations qui se produisent, c'est quelque chose qui est intégré dans la vie courante, alors que le nucléaire, c'est-à-dire mis à part les exercices, on n'a pas cette expérience concrète. Donc la difficulté, justement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut intéresser les personnes. Et je pense qu'une démarche qui viendrait du national, avec des outils proposés national, sans appropriation au niveau local, elle est forcément condamnée à l'échec. D'où justement l'intérêt des démarches comme Click-Carto, c'est-à-dire qu'on a le national qui fournit un outil, et après le local qui s'en empare pour l'adapter à ses besoins. Et alors pour l'implication de la population, c'est exactement le type de réflexion qu'on se pose, c'est de savoir finalement quels vont être les relais. Au niveau local, peut-être qu'essayer directement d'impliquer la population lors des exercices de crise, c'était trop ambitieux. Peut-être qu'il y a une étape intermédiaire qui est de passer par les élus, impliquer les élus pour justement qu'ils arrivent bien à sentir l'intérêt pour leur commune par rapport à leur risque de participer à ces démarches et après qu'ils arrivent à servir de courroie de transmission pour amener justement la population à participer à ces exercices. Parfait. Alors, il y a une question de Dominique Dolisi qui évoque une forme de problème. Voilà. Le riverain proche, donc le riverain, peut-il ou doit-il savoir se préparer en cas d'accident? Ou alors doit-il ignorer ce risque pour ne pas avoir à vivre avec cette épée de Damoclès? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de déni finalement? Parce que c'est compliqué, c'est difficile de vivre avec ce risque. Quand on est riverain Olivier Isnard. et qu'on regarde la taille d'une installation nucléaire, c'est quand même compliqué de l'ignorer. Ouais. Vu l'ampleur. Alors, les riverains, ça va jusqu'à 20 km maintenant. Le PPI, c'est jusqu'à 20 km. Oui, effectivement. Je sais pas ce qu'on appelle le riverain. Ouais, disons que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui vit dans les premiers villages autour de l'installation nucléaire, il a quand même du mal à se défaire de la vision quotidienne de cette installation. Peut-être qu'en la voyant trop, on l'oublie. C'est vrai aussi pour d'autres choses. Donc, mais effectivement, l'extension de la préparation de l'État pour ces crises qui est passée de 10 à 20 km dernièrement, là il y a un vrai effet, c'est-à-dire qu'au-delà de 10 km, l'installation nucléaire, on ne la voit pas, elle n'existe pas dans le paysage, et certains même, là pour le coup, l'ont vraiment oublié parce qu'ils ne passent pas à côté de manière quotidienne. Et donc ça leur fait prendre conscience finalement qu'ils vivent dans une zone à risque, et ils l'avaient peut-être oublié ou même d'ailleurs jamais su. On vous pose une question, peut-être elle est pour vous, Monsieur Senand. La comparaison avec le risque d'inondation, finalement, c'est ce qu'on a essayé de faire, parce que vous nous parlez d'inondation, et puis nous, notre problème, c'est le nucléaire. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'il y a une différence entre les deux? La comparaison avec le risque d'inondation du point de vue de l'usage du sensible, voilà, on a envie de parler à la sensibilité des gens pour mobiliser, c'est juste, ça marche bien, c'est une bonne idée. Mais il n'est pas évident de comparer inondation et nucléaire, parce que le risque naturel est plus acceptable que le risque industriel. Il y a une dimension supplémentaire dans le risque industriel qui fait qu'il est moins, je ne sais pas, qu'on se révolte davantage contre lui, je ne sais pas. Oui, c'est pas faux. C'est clair que voilà, quand on a un événement industriel, c'est rattaché à un site. Voilà. Quand on aura un événement nucléaire, ceux qui ont eu lieu, c'est évidemment aussi localisé. La question du risque naturel, elle est différente effectivement puisqu'elle stigmatise pas une entité, qu'elle soit physique ou morale. Donc c'est sûr que c'est délicat.
Je sais pas trop comment répondre à cette question. Non, ce que je peux dire, c'est qu'on pourrait se dire aussi que la transposition sur la matière industrielle, quelque part, elle est difficile aussi. Néanmoins, on y arrive, en tout cas dans les outils. Enfin, ce que citais tout à l'heure, le modèle, par exemple, de perception et autres, il a été d'abord pensé en matière de santé, puis transposé en matière de risque naturel. Et là, on travaille, en gros, à la transposition sur le risque industriel. Ça tombe pas sous le sens, ça demande un vrai travail de fond. Il faut associer différentes disciplines, différents experts sur le sujet. Mais je pense que c'est en tout cas un des leviers vers lesquels on doit se tourner parce que c'est assez nouveau, ça a fait ses preuves. Nous, voilà, c'est la question du facteur humain, en fait, hein, quelque part, qui se cache derrière tout ça. Nous, à l'ICSI, on l'a utilisé au sein de l'industrie, cette dimension facteur humain et organisationnel, comment travailler sur... Voilà, sur le comportement et autres, et ça fonctionne, hein, ça apporte vraiment ses preuves sur la prévention du risque et sur d'ailleurs d'autres dimensions de la performance de l'entreprise et autres. Donc quelque part, nous on se dit, on veut injecter vraiment des sciences sociales et cognitives dans une matière qui se veut quand même traditionnellement très technique et très réglementaire. Je dis pas que l'exercice est facile, mais on pense que en tout cas, il y a des enjeux qu'on pourrait plus facilement atteindre ou couvrir en se penchant un petit peu plus sur les populations et les territoires. Voilà. Il est important, je pense, de savoir à qui on a affaire pour savoir quoi faire. C'est vraiment un des messages principaux qui nous a été donné dans le cadre de nos travaux jusqu'ici. Il y a Michel Demet aussi qui s'exprime et c'est en deux parties. Il remarque que les Français en général n'ont pas la culture du risque et que pourtant il y a beaucoup d'informations sur les risques qui émanent de l'État, des collectivités. Donc le problème c'est pas ça, le problème c'est pas l'information. Il fait une suggestion, puisque la législation permet aux collectivités de créer des réserves civiles communales ou intercommunales composées de citoyens qui pourraient être des relais très proches des populations pour les sensibiliser et les former. Donc composer un corps de citoyens, ce serait une bonne idée, ou est-ce que ça existe déjà avec les gens de la CLI par exemple, je ne sais pas. Peut-être que la CLI de Cadarache pourra commenter, mais ils avaient cette idée de citoyens actifs, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui étaient, je trouve particulièrement intéressant, des personnes qui étaient déjà sensibilisées au risque et qui pouvaient justement servir de point de contact, diffuser cette culture du risque autour d'eux. Monsieur Laugier, est-ce que vous voudriez répondre à cette interpellation? On vous dit, voilà, est-ce que ce serait une bonne idée que de créer une espèce de corps de personnes intéressées à l'idée de s'engager pour mobiliser les autres? Oui, c'est certainement une belle idée. Ce corps existe encore une fois peut-être déjà. Hein. Il faut prendre ce qu'on a sous la main. Nous avons sous la main des membres de la CLI qui sont très actifs et très impliqués. Mais nous avons aussi, j'y faisais référence tout à l'heure, des élus locaux auprès desquels nous avons très envie de développer des actions. Il faut savoir que pour les 7 communes de notre PPI, il y a au total 143 élus, conseillers municipaux, donc, et nous avons plein d'idées pour sensibiliser ces élus et en faire un petit peu ces personnes référentes dont on parlait tout à l'heure, ces citoyens engagés dans ce champ-là, quoi. Et je crois que ça serait bien déjà. Et on en est loin. On en est loin. À mon avis, il y a beaucoup encore à faire en termes de sensibilisation auprès de ces élus, hein, qui ont souvent leur propre, comment je pourrais dire ça, préoccupation, leur propre délégation, souvent, hein, pour ceux qui constituent les municipalités. Et donc voilà, on a des idées sur lesquelles on est en train de travailler avec nos partenaires. Très bien. Christine Ellison-Massot vous interpelle de la manière suivante. Question bêtement citoyenne. Qui, parmi tous les intervenants, habite à moins de 20 km d'un INB? Se sont-ils posé la question de ce qu'ils feraient en cas d'accident concernant leurs enfants, par exemple? Est-ce qu'ils résisteraient à l'envie viscérale d'aller chercher leurs enfants à la crèche, à l'école, au collège, au lycée? Monsieur derrière, il dit qu'il habite à moins de 20 km d'un INB et on est Saclay pour moi aussi. Ah bah voilà, monsieur Isnard aussi, monsieur Senan, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, Saclay, tout Paris est à moins de 20 km. Je suis pas très loin du budget, ouais, mais je suis à plus de 20 km quand même. Ah quand même.
Ah, Paris est à moins de 1 km d'une INB, donc on est nombreux à pouvoir lever la main. Et puis moi, je pense à... D'accord, mais j'ai rien reçu pour les comprimés d'iode, moi aussi. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de risque de cette nature-là sur ces installations. Ah, sur les installations-là, alors ça va très bien. Mais j'ai pensé à ma sœur qui a une maison à 20 km d'une INB, j'ai vérifié du coup dans des outils de cartographie, et je vais lui en parler, je vais lui demander si elle allait chercher ses comprimés d'iode. Non, par contre, la question des enfants, en effet, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est vrai qu'il y a des recommandations justement de ne pas aller chercher ses enfants. Si on prend l'exemple, alors ce n'est pas dans le domaine du nucléaire, c'est dans le domaine des risques industriels, AZF, le fait toutes les personnes qui sont allées chercher leurs enfants, finalement, ça a créé de la congestion dans la ville qui a gêné justement la circulation des secours. Donc voilà, c'est pas un sujet uniquement spécifique au nucléaire, et ça renvoie à la culture du risque de manière globale. Et d'ailleurs, c'est un sujet auquel les Japonais ont été confrontés. D'ailleurs, ils prévoient justement dans leur procédure d'évacuation des points réguliers où les parents peuvent aller chercher leurs enfants pour être sûr qu'aux différentes étapes de l'évacuation, les adultes sachent où exactement récupérer leurs enfants, et pour répondre justement à cette inquiétude qui est légitime, enfin que tout parent a naturellement. Si je peux, Bien sûr, Monsieur Senard. Oui, alors, cette question précise de l'école, on a un petit peu travaillé dessus justement, et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la perception, elle porte sur plusieurs objets, et notamment sur les mesures qui sont proposées. Alors, j'ouvre une parenthèse comme ça, mais la négation aussi, c'est absolument à éviter. Quand on dit à quelqu'un ne sortez pas, vous pouvez être sûr que la première chose qu'il va faire, c'est sortir pour comprendre pourquoi on lui dit de ne pas sortir. Donc ça, on a travaillé aussi là-dessus sur le style des messages, etc. Il y a des éléments qu'il faut avoir en tête et éviter ces erreurs-là. Pourquoi les enfants, pourquoi les parents vont chercher cherchent en tout cas les enfants à l'école, si on revient sur la perception de la mesure, en fait, ce qui se passe dans la tête du parent, c'est qu'il se dit que c'est il est la meilleure personne pour prendre en charge son enfant. C'est un comportement instinctif, naturel, etc. Ce qui a été démontré, c'est que quand on vient expliquer aux parents d'élèves, et pas uniquement expliqué à travers une plaquette qui aura été donnée au début de la rentrée, mais qu'on organise une réunion à l'école pour expliquer que le personnel est formé, qu'il y a des exercices qui sont réalisés, qu'il y a des locaux spécifiquement prévus pour permettre un confinement réel des enfants, etc. Et bien là, on a une perception tout autre de la mesure qui nous est recommandée, qui consiste à dire n'allez pas chercher vos enfants. On comprend que finalement, ils sont à la place la plus sécurisée à ce moment-là. Mais encore une fois, ça nécessite d'avoir accompagné les parents en amont sur cette problématique très spécifique. Donc encore une fois, il faut vraiment s'intéresser sur les gens, qu'est-ce qui détermine leur perception pour travailler dessus. Voilà. Et là, en l'occurrence, le côté on ne comprend pas pourquoi les parents vont systématiquement chercher les enfants, c'est un comportement instinctif, et on peut le dénouer en faisant comprendre aux gens que finalement, laisser les enfants là où ils sont, c'est la meilleure des décisions à prendre, mais il faut qu'ils comprennent bien pourquoi et qu'ils en soient absolument convaincus. Un dernier mot. Oui, très rapidement, c'est que dans ce genre de situation, un exercice, nos enfants participent très régulièrement à des exercices de mise en sécurité, notamment liés à des événements terroristes. S'entraîner sur un accident nucléaire et entraîner les parents aussi en passant le message en disant on va jouer un exercice, on va évacuer vos enfants, ne venez pas les chercher. C'est un moyen aussi de leur faire prendre conscience ce jour-là des actions à faire et à ne pas faire, justement pour les laisser dans un endroit les plus sécurisés possible. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Senand. Prenez garde à vous, parce que derrière, vous êtes dans une situation un petit peu fragile, si j'en juge par ce qu'il y a derrière vous. Enfin, ne tombez pas en arrière, parce qu'il y a un pont de singe qui a l'air un peu fragile. Bon. On va se retrouver à 17h05 pour les conclusions avec le président de la SN, avec le président de l'ANCLI. Une courte pause, on se retrouve à 17h05. À tout de suite. Ah, ils veulent du rab. Alors, d'accord. On rajoute les questions, on continue. Bon, donc on ne s'arrête pas, contrairement à ce que je viens de dire. Donc, je reprends les questions. Il faut que je les lise, vous m'excusez, mais bon. Alors, prenons la première, par exemple. Oui, prenons la première. C'est Philippe Alexandre. De nombreuses études ont été faites, lesquelles ont révélé que le déni du risque, phénomène inconscient, est un mécanisme de défense inconscient face à l'angoisse du risque. Cela permet de continuer à vivre à côté du risque. C'est vrai.
Alors, Monsieur Senant, comment est-ce que vous comprenez C'est vrai, cette c'est information? difficile de vivre avec une charge mentale aussi importante en fait, hein. Donc du coup, c'est effectivement le déni défensif du risque. C'est la terminologie qui est utilisée par les spécialistes de cette question. Mais encore une fois, le déni défensif du risque, il est aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, l'éveil émotionnel, c'est pas la peur, c'est reconnaître qu'il y a un problème pour pouvoir se préparer à y faire face. Donc, je dis pas que c'est gagné vis-à-vis de tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée de se dire c'est impossible, c'est trop important, je peux pas vivre avec cette idée, on peut le réduire à partir du moment où on dote les gens de la conviction qu'ils sauront se préparer à un risque. Donc, alarmer les gens, leur faire peur, non. Les éveiller sur la conscience d'une probabilité et surtout tout de suite les armer pour les rassurer et puis qu'ils soient acteurs eux-mêmes de leur propre stratégie individuelle de protection finalement, ça permet de lever le frein justement de ce déni défensif. Mais c'est un travail de longue haleine. On vous dit aussi, Marc Senant, c'est Evelyne Alain qui vous dit, dans le domaine de l'approche psychologique des risques, il est souvent rappelé que la connaissance et l'expérimentation, y compris fictive ou la simulation, permettent de passer de la panique, qui est un comportement inadapté, à la peur, où on reste en capacité d'agir. Donc, l'idée, c'est la connaissance, l'expérimentation, la formation expérientielle dont vous parlez, permet de passer à la panique, où on n'est plus maître de soi-même, à la peur, où finalement, on est toujours en capacité d'agir. Vous confirmez ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est un peu, on a des fantasmes sur les représentations catastrophiques qui sont alimentés par des films, par une actualité, donc voilà, c'est tout à fait juste. Mais on peut effectivement travailler complètement là-dessus. Ouais, je vais complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit. Ouais. Parfait, je vous propose donc qu'on passe aux conclusions et oui, on a besoin d'une dizaine de minutes pour se préparer. Donc à 17h05, à tout de suite.